Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes le mercredi 18 octobre 2023. On est en direct sur Canal Algérie pour votre émission Ma famille, ma vie. Le monde entier est en train d'assister à un véritable génocide et nous ne pouvons commencer cette émission sans avoir une forte pensée de solidarité, une pensée triste aussi pour nos frères, pour nos sœurs, pour les familles, les enfants palestiniens qui sont en train de tomber en martyrs aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'émission Ma famille, ma vie, nous parlons des liens qui unissent toute la famille, qui unissent tout le monde, les grands-parents, les petits-enfants. Le thème du jour est le suivant, grands-parents au cœur de la famille. Et ça commence tout de suite. Alors, dans le doux livre de la vie, les grands-parents sont les pages d'or, les gardiens de souvenirs précieux et les conteurs de sagesse. Leur présence, comme un doux refrain, est un doux refrain, oui, qui tisse l'étoffe des familles. Alors aujourd'hui, nous parlons des grands-parents. Grands-parents au cœur de la famille, c'est le thème du jour. Donc si ce thème vous parle, si vous avez envie de partager avec nous vos histoires avec vos grands-parents, ou si vous êtes grands-parents, vous allez devenir grands-parents, et que vous vous posez des questions, une seule chose à faire, composez le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, appelez-nous, et composez ce numéro-là, voilà, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Imen Mrabot. Vous êtes socio-anthropologue, chercheur au CREAD. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Merci pour l'invitation, c'est moi qui vous remercie. Merci. Avec nous, Samira Hadjamar, bonjour pour ta rubrique Pêle-mêle. Pêle-mêle, oui. Pêle-mêle, bonjour à tous d'abord, pardon. Oui. Et consacré comme on l'a annoncé la dernière fois, à Octobre Rose, parce que ce n'est pas qu'une fois, c'est pas qu'une seule journée, qu'on devrait en parler toute l'année, pas que toute pendant le mois d'octobre. Je voudrais juste rajouter une chose pour les grands-parents. C'est eux qui rajoutent un peu de poudre d'étoile dans la vie des petits-enfants. Oui. De leurs petits-enfants. Oui. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Ce sont les magiciens de leurs petits-enfants. Tout à fait. Oui. C'est des décennies et ça... Devenir un grand-parent, c'est une étape qui marque un nouveau cap dans la vie de toute la famille. Pour les parents qui deviennent grands-parents, ils avancent d'une étape dans la génération, ils deviennent grands-parents. Comment le rôle des grands-parents des familles a-t-il évolué au fil du temps dans la société algérienne, justement? Voilà, je vous remercie. Au fait, lorsqu'on veut parler du rôle des grands-parents, on ne peut pas parler de l'état de la solidarité familiale en Algérie. Et donc, nous avons, pour répondre à cette question, nous avons effectué dans le cadre d'une équipe de recherche au CREAD, sous la direction de Madame Oussidik, un projet de recherche sur les mutations des familles algériennes. Oui. Alors le projet ou la recherche s'est déroulée en 2 temps. Une première phase quantitative en 2012 et la seconde phase est qualitative et l'enquête est représentative des villes du nord algérien. Et donc, contrairement à ce que les sociologues prédisaient, l'accès intensif aux villes, notamment pour notre cas après l'indépendance, l'accélération aussi de la nucléarisation, c'est-à-dire le passage progressif des familles d'un modèle nucléaire, d'une famille élargie. Un modèle nucléaire, maintenant c'est les familles, parents, enfants seulement. Avant c'était toute la famille, toute la grande famille sous le même toit, exactement. Tout à fait, n'a pas affaibli le lien,
En fait, il a, si vous voulez, il a réorganisé les réseaux familiaux. Donc, cette expression de solidarité, on peut l'avoir dans une demande sociale de, par exemple, habiter, chercher à se loger à proximité des parents. Et donc, on va dire que la solidarité n'a pas... On garde quand même le lien. Voilà, on garde toujours le lien avec les grands-parents. C'est pas parce qu'on ne vit plus sous le même toit qu'on ne garde pas le lien, surtout si on habite juste à côté. Absolument, on essaie toujours d'habiter très près de nos parents. Absolument. Les effets de la distance, finalement, n'ont pas... comment dirais-je, n'ont pas affecté le lien. Voilà. Exactement, le et lien. puis aussi aujourd'hui avec la technologie, avec les réseaux sociaux, on reste toujours en lien, même si par exemple une fille ou un fils qui se marie et puis qui doit partir dans une autre wilaya ou dans un autre pays, je ne sais pas. Donc il y a toujours les réseaux sociaux, il y a toujours les appels en visio, on veut dire bonjour à papy, on veut dire bonne nuit aussi à papy, mamie. Voilà. Notamment avec les grands-parents. Exactement. C'est-à-dire c'est des figures parentales qui restent centrales. C'est-à-dire on est tout le temps autour et on l'a vu dans l'enquête à travers les échanges, les aides, la garde des petits, la résolution des conflits familiaux. On fait appel à ces personnes avec une conception de sagesse, c'est-à-dire pas parce qu'ils seulement ils sont aînés, mais parce que les épreuves de la vie, exactement. La sagesse et l'autorité. Oui, vous avez raison. Et l'autorité. L'autorité avec les petits-enfants, elle est différente. Exactement. Avec les petits-enfants, c'est autre chose. Tout ce qui est interdit avec papa et maman est autorisé avec papy et mamie. Tout à fait, ils sont plus permissifs. D'ailleurs, les grands-parents sont souvent plus permissifs avec leurs petits-enfants qu'avec leurs propres enfants. Ah oui, carrément. Là, je vois pour ma mère. Tout à fait. C'est pas grave, c'est pas grave. En général, parce qu'ils ont déjà, je pense qu'ils ont déjà fait leur devoir avec leurs enfants. Ils ont déjà fait ce devoir d'éduquer, de faire grandir leurs enfants, que maintenant c'est une nouvelle étape, une étape où ils veulent profiter de la vie. Ils n'ont pas demandé à avoir des petits-enfants, ça c'est le projet des enfants, de leurs enfants, c'est pas leur même si c'est un peu leur projet à eux aussi en quelque part. Donc du coup, ils profitent des bons moments, ils laissent les tâches difficiles pour les parents, interdits, punis et tout ça, et ils gardent les tâches, les liens, les souvenirs, le les partage, bisous, les câlins. Voilà, effectivement, cette distance, permet justement aux grands-parents, ils ont maintenant la capacité d'avoir un petit élan, une distance par rapport à leur éducation, à l'éducation de leurs propres enfants. Exactement. Et aussi par des facteurs comme l'instruction, on a des grands-parents plus instruits, les grandes-mères aussi. Il faut dire que les grands-mères aussi, les grands-pères et les grands-mères, les grands-parents, la génération de grands-parents aujourd'hui, ce n'est plus la même génération qu'avant. La génération est plus jeune aujourd'hui des grands-parents, plus dynamique. Pour certains, travaillent encore, sont encore au travail, ont des activités, même s'ils ne travaillent pas, ont des activités. Donc ce n'est plus la grand-mère qui est à la maison. Il y en a encore. Oui, il y en a encore, oui. Mais c'est vrai. Il y en a encore qui font leur fève pour la rentrée scolaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le fève quand on travaille. Mais vous avez tout à fait raison. Justement, on l'a constaté durant ce travail de recherche. Une collègue, en fait, c'est le travail de Miles Rachida, que je salue au passage, justement a fait un travail intéressant sur ce qu'on appelle la génération pivot. C'est une génération de personnes qui ont entre 50 ans et 70 ans, donc on peut intégrer à l'intérieur les grands-parents, et notamment femmes, et qui prennent justement sur leurs épaules, si vous voulez, cette solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire ils prennent en charge et les petits et les personnes très âgées. Parce que c'est une catégorie qui travaille, qui a le logement, donc sur le plan financier qui est à l'aise. Et puis aussi sur le plan des relations, elle est là, c'est elle qui assure ce lien entre les générations.
Et donc, vous avez raison de dire qu'on a une catégorie de grands-parents plus instruits, plus jeunes, voilà. plus dynamiques. D'ailleurs, parfois, on le voit dans cette volonté c'est pas qu'ils ne veulent pas parfois garder les petits. Ils veulent quand même avoir leur petit moment, ils veulent quand même avoir leur liberté. Parce qu'ils ont déjà vécu la parentalité, ils veulent être grands-parents. Tout à fait. Ils veulent être grands-parents, mais quand même en instaurant une petite distance. On voit maintenant des grands-mères qui ne veulent plus, c'est-à-dire ou des périodes refusent, par exemple, de garder des enfants. Oui, ce qu'on appelle aussi le chic ouf. Chic parce que mes petits-enfants sont là, chic, je vais bien profiter, mais quand ils partent, j'ai quand même besoin d'un petit moment pour moi. Et puis, par rapport à une philosophie, ils ont une philosophie par rapport à l'instruction, leur instruction, de ne pas trop s'ingérer, voilà. C'est vos enfants quand même, on vous aide, mais il faut... il faut prendre vos responsabilités. C'est ce qui peut créer aussi certaines tensions. Alors, je rappelle aussi le numéro de téléphone aujourd'hui, on est en train de parler des grands-parents, les grands-parents au cœur de la famille. Si vous voulez nous raconter vos histoires de grands-parents ou vos histoires avec vos grands-parents, si vous allez devenir grands-parents bientôt, que vous vous posez des questions, une seule chose à faire, composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir de recevoir vos appels. Nous avons un appel. Attendez, c'est rapide, hein, c'est très rapide. Alors, nous avons un appel de la part de Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre téléviseur, s'il vous plaît, parce qu'il y a un petit larcène qui n'est pas très agréable. Merci. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, voilà, je vous appelle parce que les grands-parents, en fait, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Oui. Vous êtes maman ou Je suis maman de deux petits très jeunes. Vous savez, ils ont entre 8 ans et 6 ans. Et en fait, mes enfants, quand ils sont avec leurs grands-parents, c'est comme si ils avaient une armure. Mes enfants, quand on va chez les grands-parents, le grand-père, il nous dit, vous criez sur vos enfants chez vous et vous éduquez chez vous. Oui. Vous n'éduquez pas chez moi. Oui, c'est vrai. Voilà, donc du coup, les enfants, ils savent très très bien que tout est permis chez papy-mamie, qu'ils ont le droit de tout faire. Mais après, bon, vous savez, même moi de mon côté, moi ça me plaît, parce que je me dis, en fait, c'est le rôle des grands-parents. Le rôle des grands-parents, ce n'est pas de crier sur les enfants, c'est justement de leur donner tout ce qu'ils veulent, et voilà. Moi, je trouve ça génial, hein. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, vous appréciez donc ce moment-là, parce que vous savez que vous devez garder quand même une certaine autorité avec vos enfants, et puis vous savez qu'il y aura une pause avec les grands-parents où ils seront soulagés, c'est ça? Je vais vous donner un exemple. Mes enfants n'ont pas droit aux écrans à la maison, pas droit aux dessins animés, pas le droit au téléphone. Mais en fait, au fond de moi, je sais que chaque week-end, quand ils vont chez leurs grands-parents, ils ont tout ça. Donc je me dis, sans culpabiliser, toute la semaine, je leur enlève. Parce que je sais que le week-end, avec leurs grands-parents, ils ont tout ce qu'ils veulent. À la maison, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de friandises. Je sais pertinemment que les grands-parents vont leur donner le week-end. Bien sûr, c'est clair. Alors que les grands-parents ne nous donnaient pas à nous les friandises. Ils étaient aussi... C'est vrai que la génération a complètement changé. Et justement, je voulais vous parler, je voulais vous poser à vous la question, on en profite. Et votre relation justement avec vos grands-parents, est-ce que vous gardez des souvenirs? Qu'est-ce qui vous a marqué de votre relation avec vos grands-parents et s'ils sont encore en vie aussi? Alors, je me rappelle de mon grand-père, Allah yarhamou, Baba Sido, on l'appelait. Quand on était pressé de le voir quand il arrivait, je sais pas si bon, peut-être que je vais pas vous donner la marque, il ramenait à notre époque des petits caramels. D'accord. Les poches pleines, et il nous disait, ne dites pas à vos parents. Voilà, mon grand-père, Allah yarhamou, Baba Sido. Voilà, nous aussi on avait ça avec nos grands-parents. C'est pour ça que j'accepte ça. J'ai des copines autour de moi qui vivent avec les beaux-parents au quotidien et qui disent que voilà, ça les dérange parce que quand on vit avec les grands-parents, c'est autre chose. Quand on vit avec les grands-parents, c'est en fait c'est des permissions au quotidien. C'est pas évident d'accepter ça tous les jours. Ça n'aide pas dans l'éducation.
C'est ça. Mais il est vrai que quand les enfants partent une fois par semaine, 2 fois par semaine, en fin de journée, après chacun rentre chez soi, et que les règles reprennent leur place, là c'est autre chose. Là on peut accepter. Après c'est un débat voilà, qui restera ouvert. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Sarah pour votre témoignage. Merci encore une fois. Merci à vous Mounia. Merci pour votre émission. Merci. Voilà, pour tous les sujets que vous traitez tous les jours. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Ben voilà, justement, les grands-parents sont permissifs. C'est vrai que cohabiter avec les beaux-parents ou les grands-parents, bon, ça dépend de... cohabiter avec les parents, à ce moment-là, on n'a plus la barrière de, voilà, c'est permis, c'est pas permis. Quand il y a plusieurs adultes à la maison en même temps, quand les parents, déjà pour 2 parents, c'est un peu difficile de se mettre d'accord sur l'éducation d'un enfant. Quand l'un permet, l'autre autorise, c'est un peu difficile. Il peut y avoir un peu de grabuge entre le couple. Mais quand il y a encore aussi les grands-parents qui sont aussi dans la même maison, on va dire que les grands-parents... Ma belle-mère me dit que vous ne pouvez pas comprendre. C'est un amour multiplié par 2, même plus. On ne peut pas comprendre. Et c'est tout à fait, on les comprend. Mais c'est plus difficile de cohabiter avec les beaux-parents, les grands-parents quand ils sont à la maison pour l'éducation des enfants. Oui. En fait, voilà, vous voyez, c'est des choix. Après, on aurait souhaité voir justement l'avis d'un psychologue sur la question, sur le comportement. Justement, on a justement aujourd'hui invité un psychologue qui malheureusement n'a pas pu rejoindre l'émission. On aurait aimé avoir ce côté psychologique pour répondre à certaines questions, mais là je vous demande juste votre avis. Non, voilà, en tant que sociologue déjà et chercheuse et tout. Donc si, à votre avis justement, est-ce que ça peut changer quelque chose? Bien sûr. Justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on s'attendait que l'urbanisation et la nucléarisation, justement, donc si on peut le dire, la décohabitation, allait amener à des choix, c'est-à-dire plus libres, que ce soit des choix matrimoniaux ou d'éducation. Mais là, justement, ce que je peux vous dire que la cohabitation, malgré l'urbanisation, malgré la distance, l'éloignement, la distance et le lien reste. Le type, par exemple, le type de logement, le nombre de pièces, la famille algérienne a gardé ce qu'on appelle sa configuration verticale, c'est-à-dire on fait famille, la famille, c'est les parents. Les enfants et leurs petits. Donc, elle reste quand même une configuration centrale. Alors, excusez-moi, c'est une étude que vous avez faite, donc celle de 2014 par exemple. C'était sur le nord de l'Algérie, sur plusieurs wilayas. Vous avez interviewé plusieurs familles. Donc, qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, ceux d'Oran, Annaba, Alger? Est-ce qu'il y a eu des choses notables qui font la différence? Sachant que le mode d'habitation peut différencier d'une maison construite dans un immeuble, dans un lieu, comment on va dire, absolument. D'ailleurs, on a vu qu'à l'époque, si je me souviens bien, on avait enregistré 25% de familles à plusieurs feux, c'est-à-dire à plusieurs noyaux familiaux, et feux, c'est-à-dire des familles qui cohabitaient. Mais selon la catégorie de ville, parce qu'on avait pris les métropoles, les grandes villes et les villes moyennes. Donc, c'est... là, peut-être je ne pourrais pas me souvenir des détails, des chiffres, mais... ce qui a été notable, ce qui est notable, que ce type de famille résiste encore dans les autres catégories de villes, notamment la ville moyenne, et que même dans les espaces plus urbanisés, c'est des villes, c'est des espaces urbanisés. Mais par exemple, par rapport à la métropole, et Alger, et les 4 métropoles, on avait pris Alger, Oran, Constantine et Annaba. On veut reproduire le même schéma. Il y a quand même, voilà, exactement. Comment dans des villas avec des étages, des maisons qui sont c'est-à-dire en même temps
garder une proximité, mais en étant quand même un petit peu séparés. Garder une autonomie, mais en étant à proximité. À proximité, voilà. Donc, ce qui fait, on peut imaginer que l'éducation dans ce... Donc, ça reste le modèle des familles algériennes. Or qu'il y a quand même un relatif relâchement, par contre, des collatéraux. Avant, il y avait les tantes, les oncles. Il y a un relatif... mais le lien ne reste plus aussi fort qu'avant entre les oncles, les tantes et tout ça. On va dire qu'il n'est pas resté... ça dépend... sauf pour les événements, sauf quand c'est des célébrations. Et pourtant, avant, c'était une famille réellement nombreuse où on avait plusieurs tantes et plusieurs oncles. Et aujourd'hui, les familles sont beaucoup plus réduites. On a par exemple une tante, un oncle. Et logiquement, on devrait plus garder le lien parce qu'on n'en a qu'un, on n'en a qu'une. Et à ce moment-là, oui. Après, voilà, c'est... il y a plusieurs facteurs. Voilà, c'est l'évolution qui fait justement... Mais l'un des facteurs, je pense, c'est que la famille en elle-même a changé. Avant, nous avions des familles très nombreuses. Oui. Et ensuite, il y a eu le planning. La taille a changé. La taille de la famille a changé. Donc, le planning familial est venu réduire... oui, en passant de 9, 10, exactement, 11, durant les années 70, ça a quand même une moyenne de... 3 enfants. Maximum. Voilà, 3 enfants maximum. Voilà, 3 enfants. Et ça, c'est beaucoup de facteurs sociaux, entre autres la cherté de la vie. Exactement. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un micro-trottoir que nous a préparé notre journaliste Yasmine Blihidja, et on revient tout de suite après. أنا personnellement هي ربتني كي كنت صغيرة مي هكاك وماما كانت توجور معايا هكاك سيفير باش توقف عليا كاين دي بارون كاين دي غران بارون يعاونوا كاين دي غران بارون اللي يفشوا ويزيدوا بور لو مومون راهم شغل يفشوا بزاف يقولوا الوالدين خلوا ولادكم يديروا واش يحبوا مي هذه غلطه بيسك لا جينيراسيون تاع دوكا ماشي كيما تاع بكري كانوا برا يتعلموا كانت برا تربيهم بصح دوكا برا تهدهم تاع الصح سيرتو ثاني كاين تاع تليفون تاع زعما طفل صغير يبدا يبكي مي يجي يسكت حاطي له تليفون هذه تضيع ولي غون بارون شفتهم بزاف يخلوهم شغل بكري كانت تعيش لا فامي كاع كيف بصح دوكا كل واحد وحده دونك لي غون بارون كيشوفوا ولادهم داي صغار شغل يخلوهم يديروا شحال هكا فرح بون يفشوهم مي يعاونوا يعرفوا تاع الزمان ليديوكاسيون تاع الزمان ماشي كيما تاع دوكا حنا بالك حنا اوني ترو كول معاهم كامل مي الاخر يحبوا يخرجوهم نساء ورجال كيما خرجنا حنايا. هادو لي غران بارون في هذا الجيل ديالنا ما راهمش يسقموا داري العكس راهم يفشوهم كثار ما يخلوهم جول يديروا واش يحبوا يجيبوا لهم الماكله حتى لفمهم ما يخلوهمش كاع يعتمدوا على روحهم وما يخلوش لي بارون تاعهم يضربوهم يزيروهم يعيطوا عليهم يقولها لا خليها الجدات بالطبع تعاون انا عندي كما الولد الجد تسكن برا تسكن في الريف بصح ايام العطله يخرج عندها تعاونوا فهمت يعاونها وتعاونوا وتحكي له حكايات وتنصحوا ويصنت لها وهو يحب يخدم جدات. كي يربوا الاجداد الاطفال كاين وين تكون مليحه يعرفوا وين كاين وين ما تكونش مليحه كاين وين يفشوهم بزاف يمدوا لهم نورمال يقولوا ماشي شغل كيما ربوا والديهم وكاين وين لا يربوهم مليح كاين وين يزيروهم كاين شغل كل واحد وكيفاش. C'est vrai qu'il y a des grands-parents qui restent quand même assez stricts. Il y a de tout, on va dire. Chaque grand-parent, papi, mamie, djeddou, djedda, baba sido. Voilà, il y a de tout, exactement. C'est ce qu'on a vu pendant le reportage, le micro-trottoir plutôt. Il y a de tout, on peut voir de tout. Tous les profils de grands-parents, tous les profils existent. Il faut dire que sur les choses, les grands-parents adorent leurs petits-enfants et ils sont, comme tu as dit tout à l'heure, c'est eux qui mettent de la poudre dans... Et je voulais... Des bisous et des câlins. Et c'est à votre tour de témoigner maintenant, justement. Tu vas nous parler, toi, d'abord de ta grand-mère? Ma grand-mère maternelle. J'ai pas connu mes grands-parents, mes grands-pères plutôt, paternels et maternels, parce que c'était la guerre et qui sont morts pendant la guerre. Mais ma grand-mère maternelle,
fait, j'en ai eu deux, hein, et toutes les deux étaient très spéciales. Il y en a une qui était un peu plus moderne, donc elle achetait des poupées. Je me rappelle avoir une poupée de la même taille que moi à l'époque, et je crois que tout le quartier devait être jaloux de cette poupée. Ça n'existait pas. Il faut voir qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et de ma grand-mère maternelle, biologique, peut dire de ma mère, c'était le couscous, c'était le, comment on appelle ça, l'imma et tout ça. D'abord l'imma, on passait les vacances chez elle quand on était tout petit. Alors je vais te couper un petit moment, Samira, pour recevoir un appel de Samira aussi. Ah bon, nous avons Samira avec nous par téléphone. Bonjour Samira. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va très bien. Alhamdulillah. Le thème d'aujourd'hui m'a vraiment interpellée parce que quand on parle de grands-parents, il est très important qu'ils reprennent leur place dans la vie de la famille, mais surtout dans la vie des petits-enfants. Oui, exactement. Leur place est importante et essentielle, mais il faut aussi savoir faire, on va dire, la différence. Il faudrait que les parents se détachent les grands-parents qui deviennent des parents. Les parents qui deviennent des grands-parents fassent la part des choses et abandonnent un peu aussi leur rôle de parents. Exactement. Voilà. Et c'est là où le sujet m'a interpellée en tant que psychologue, dans le sens où il est très important de revoir un petit peu la cartographie de la famille, dans le sens où il y a une relation parent-enfant, mais le rôle des grands-parents, le grand-père et la grand-mère est très important. Donc c'est une relation pas seulement dans la trilogie enfant, père-mère, mais grand-père et grand-mère. Dans le sens où il est très important de retravailler sur l'échelle des valeurs, donc que tout ce que les grands-parents vont transmettre à leurs petits-enfants, dans cette transmission transgénérationnelle, de l'historique de la famille, des valeurs ancestrales, mais aussi dans le parler, parce que c'est grâce aux grands-parents qu'on garde les dialectes, qu'on garde la culture traditionnelle, qu'on garde l'aspect attachement familial, attachement aux valeurs ancestrales, qui constituent l'histoire de l'individu, mais aussi qui permettent d'enraciner la personne dans ses valeurs familiales, dans ses valeurs universelles, et de permettre aussi un épanouissement de l'enfant, mais aussi de préserver ses grands-parents. Nous savons maintenant, toutes les études nous démontrent que les grands-parents qui sont en contact de leurs petits-enfants gardent un meilleur contact avec la vie sociale, mais aussi ça préserve leur santé émotionnelle, mentale et affective. Oui. Donc ça préserve aussi beaucoup de maladies. Donc, nous savons que le fléau de ces dernières années, chez les personnes âgées, c'est l'Alzheimer, c'est beaucoup de dégénérescence, maladies dégénératives. Donc, le contact avec les petits-enfants permet d'améliorer la qualité de vie des grands-parents, mais aussi des enfants. Et les enfants qui vivent avec leurs grands-parents ont une meilleure maîtrise du verbal, de l'expression verbale, de la posture aussi dans la vie, donc dans la communication, beaucoup d'assurance en soi. Et il y a un équilibre affectif qu'on retrouve chez les enfants qui vivent avec leurs grands-parents, qui sont au contact des grands-parents, que d'un enfant qui ne connaît pas ses grands-parents, où les relations sont très tendues, dues à ce qu'on communique à l'enfant sur l'histoire familiale. Donc là, il est très important d'assainir ces relations et de favoriser l'évolution de l'enfant dans un environnement épanoui où les grands-parents font partie de cette configuration. Oui, mais c'est aussi, on le disait tout à l'heure, c'est un peu compliqué quand les parents et les grands-parents sont sous le même toit. Question autorité avec les enfants, elle est un petit peu sapée par les grands-parents quand ils sont présents. Et là, c'est aussi un travail des deux côtés, donc du côté des grands-parents et des parents, dans le sens où on doit éviter d'être dans la contradiction.
entre parents et grands-parents, et de savoir aussi en tant que parents de donner un certain espace aussi aux grands-parents, parce que c'est vrai que dans l'éducation moderne, on considère que nous, on est parents, on donne le meilleur de l'éducation à nos enfants, et que les grands-parents sont là pour un petit peu dévier notre éducation, alors que ce n'est pas vrai. Beaucoup de messages passent plus facilement des grands-parents vers l'enfant que des parents vers l'enfant. Donc les grands-parents aussi sont là pour remettre un petit peu l'équilibre dans cette relation entre parents-enfants. Et ça permet aussi de faire passer certains messages qui sont plus difficiles aux parents de les faire passer, et quand ils passent par les grands-parents, ça passe mieux. On le revoit, il y a certaines caricatures sur certains réseaux sociaux où on voit que l'enfant appelle toujours la grand-mère ou le grand-père comme un pompier, donc pour remettre de l'ordre un petit peu dans la relation tendue entre l'enfant et ses parents. Oui, ils sont toujours là pour pouvoir aider, surtout par exemple à la période de l'adolescence, où c'est la crise d'adolescence, où avec les parents c'est une période de... c'est saper l'autorité des parents tout simplement. Donc à ce moment-là, l'adolescent peut se réfugier chez le grand-parent, peut trouver un secours chez le grand-parent. Et c'est très important. C'est très important qu'il soit rassuré vis-à-vis de ça, qu'il sache que il y a une troisième oreille qui est tendue au moment où il en a besoin, qui est les grands-parents, qui lui donneront les bons conseils, qui le prendront sous leur aile et qui vont l'accompagner dans cette phase un peu difficile et cette phase tendue, parce que même les parents de la vie moderne sont un petit peu lobotomisés du fait que adolescence égale conflit. Donc si on rentre dans cette conception, on est dans une confrontation avec nos enfants. Donc il est très important déjà de changer notre conception vis-à-vis de l'adolescence, que ce n'est pas une situation de conflit, qu'au contraire c'est un accompagnement pour nos enfants, pour une période où ils se construisent, où ils ont besoin de s'affermir. Il faut accepter que notre enfant, donc garçon ou fille, s'affirme, et qu'il a sa personnalité autonome. Donc il a le droit de nous donner son avis, et on discute de la vie. Mais on ne peut pas imposer. Ce qui arrive chez beaucoup de parents maintenant, c'est que les parents imposent leur avis et ils n'ouvrent pas cette discussion avec leurs enfants. Donc, et c'est là où il est très important que les grands-parents soient présents, parce qu'au moins ils peuvent un petit peu contenir la colère et les conflits qui peuvent arriver à cause de ce type de comportement. Exactement. Merci encore Samira, vous êtes psychologue, je le rappelle. Merci d'avoir appelé et d'avoir intervenu dans l'émission Ma famille, ma vie aujourd'hui. Merci encore. Elle nous a quittés, voilà, elle n'est plus avec nous au téléphone, plutôt. Et Samira, je reviens vers toi, vers ton histoire. Donc la place des grands-parents, donc on a eu l'avis d'un psychologue, est très importante dans la vie du petit enfant, des petites filles, des petits garçons, de toute la famille en tout cas. Ça peut aider aussi les parents. C'est un soutien aussi pour les parents d'avoir les grands-parents aussi proches quand on a besoin d'eux. Et puis on parlait de souvenirs, on parlait de couscous, c'est ça? Alors je me rappelle de tout ce que ma grand-mère, la cuisinait. Et surtout je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un nom en cabine en fait. C'est un grand format. Oui. Je crois que j'en ai jamais mangé de meilleur. Msemen, exactement. Voilà. Merci. J'ai eu un blanc. Et puis surtout, je me rappelle, ma grand-mère avait donc c'est en Kabylie. Hein. Elle avait une maison, donc au milieu de la maison, il y avait un patio, et on pouvait voir les étoiles. Et je me rappelle très souvent quand on terminait et tout, la nuit on passait, c'était en été. Hein, qu'on dormait dehors et on regardait des étoiles, et qu'elle nous racontait des histoires. Exactement. Ça, c'est... je ne me rappelle plus des histoires, mais je me rappelle qu'elle faisait ça, et ma mère faisait ça aussi à la maison, nous racontait des histoires. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est transmis pour la mémoire aussi, et parce que ma mère me racontait sur mes grands-parents et que ma grand-mère racontait sur ma mère quand elle était justement parce que les enfants aussi sont curieux de savoir si leurs parents ont été aussi enfants. Est-ce qu'ils ont été aussi à l'école? Est-ce qu'ils ont fait des bêtises ou pas? Donc ils sont toujours curieux de voir des photos, des albums de famille qui restent souvent chez les parents, hein, et revoir leurs parents à leur âge, eux, enfants. Donc c'est toujours un petit peu fascinant, et dire ah oui, mes parents grands étaient comme moi avant.
Oui, et connaître aussi l'histoire de mon arrière-grand-mère, comment elle était une femme très forte, parce que c'était encore une fois la guerre. Et je me suis fait beaucoup, je ne l'ai pas connue bien sûr, mon arrière-grand-mère, mais je me suis fait une image déjà, une idée sur ma filiation, sur mes origines, sur la qualité de mes origines aussi. Voilà, mais de bons souvenirs, bien sûr. Vous avez raison. Et des histoires qu'on m'a racontées, et des contes. Oui. Tout à fait. Justement, si je peux rebondir sur la question de la transmission. Et on parle il s'agit de ça justement. Il faut dire, on est une société foncièrement orale. Et donc, on se souvient tous justement des histoires de mon grand-mère, Hadjiyat, exactement sous les étoiles. Je me suis vue à travers c'est la même chose. J'ai grandi sur ces souvenirs. Mais là, justement, c'est-à-dire le grand-parent chez nous, ou l'aîné, ou la personne âgée, a sa place quand même dans notre société, parce que la symbolique de l'ancêtre est quand même très prégnante dans notre société. Il y a un enracinement, il y a des enracinement, exactement. De notre identité. Donc, et ça se voit d'ailleurs par rapport, on l'a vu, je suis sociologue, socio-anthropologue, je reviens toujours au terrain, je parle d'une réalité, d'un travail qui a été fait. Et donc, on avait remarqué qu'il y avait une prénomination, c'est-à-dire on donnait à nos enfants, en fin de compte, c'est une pratique très répandue. On donnait à nos enfants, on donne jusqu'à présent à nos enfants les prénoms des grands-parents, des parents. Et pourquoi? Pour justement s'inscrire dans une durée. C'est-à-dire dans une histoire familiale, c'est important, c'est très important. Et le nom aussi que donnent les petits-enfants à leur papi, mamie, Jiddou, Jidda, Baba Sidi, Baba Sidou, Yimma, Yimma al-Kbira. Chaque enfant choisit en quelque sorte, ou peut-être est influencé aussi par le premier-né. Le premier petit enfant, c'est souvent lui qui donne le nom à la grand-mère. Grand-mère, Jidda, Mani, ou là. Donc c'est lui qui lance le nom et puis les autres suivent. Est-ce que c'est différent d'une région à une autre? Est-ce qu'on appelle plus Jidda dans une région, Mani dans une région? Comment que ça... Oui, bon, je n'ai pas fait ce travail, mais on peut l'observer. C'est sûr qu'il y a, selon les dialectes, en gros c'est par région. Jidda, on le trouve un peu partout. Après, il y a Mani, il y a les Algériens. Voilà. Baba Sidou aussi. Baba Sidou, voilà, c'est algérien. Il y a Yé, il y a, voilà, on a comme ça. Lalla. Qui sont revenus plusieurs. Et toutes les appellations, une douceur, beaucoup d'affection. Surtout dans la bouche des petits-enfants. Exactement. Par contre, moi j'aurais une question, c'est par rapport à la composition de la famille. C'est-à-dire que ça, on a parlé quand c'est une famille, il y a le père, la mère, mais souvent il y a parfois le décès de l'un des parents. Oui. Et il y a aussi les parents qui sont séparés. Et il y a aussi un rôle prépondérant par rapport aux grands-parents. Très important. Et souvent, je peux peut-être le citer, je le connais personnellement, le cas de gens qui sont proches de moi, les parents sont décédés en même temps, et c'est les grands-parents qui prennent d'abord parce que la loi le dit, c'est les grands-parents maternels qui reprend l'éducation de l'enfant qui se retrouve sans ses parents. Donc l'importance, elle n'est pas seulement dans... C'est aussi... c'est un pilier, carrément. D'ailleurs, les derniers résultats d'une enquête, la Mix 6 en 2019, justement, on a vu un taux important. Et je m'excuse encore une fois, les chiffres, c'est pas moi. Le poids important justement de la garde permanente des grands-parents, que ce soit à cause d'un décès de l'un des parents, de remariage, vraiment des taux très importants. Donc, même la loi a prévu ce genre de choses. Voilà, exactement. Notamment du côté maternel. Oui. Voilà. Et dans l'absence d'une grand-mère maternelle, donc après, ça bascule sur la famille paternelle, mais il reste aussi le rôle des oncles et des tantes, qui est très important. On participe après, exactement, pour l'éducation de l'enfant. Tout à fait. On devrait peut-être faire une émission aussi sur l'importance des oncles et des tatas, des tontons, khalou, khalti, amou, amti, parce qu'ils sont importants aussi. Pour nuancer justement ce que je disais tout à l'heure sur un relatif relâchement
des collatéraux. Mais on a en même temps constaté que ce soit le rôle de grand-mère ou de tante ou d'oncle, c'est-à-dire maintenant on le vit plus, on a constaté qu'on le vit plus sincèrement. C'est-à-dire avant c'était pratiquement l'obligation d'être. Oui. On est par la consanguinité, on est un oncle, une tante, mais maintenant les personnes choisissent de l'être et ils s'investissent. C'est vrai peut-être qu'il y a un relâchement, mais les personnes qui adoptent ce rôle, choisissent de jouer ce rôle, le font vraiment pleinement et s'investissent parfaitement dans ce rôle. Et au même titre que les grands-parents, hein, parce que c'est les cadeaux, c'est... exactement. Oui, exactement. Les cadeaux, les surprises, tout est permis. C'est vrai qu'il y a l'individu maintenant qui choisit, parce qu'avant c'était la famille, c'était dans le cadre d'une obligation, on ne se demandait même pas. Parce que le système familial fonctionnait comme ça. Donc on se demandait. Souvent, les mamans demandent à leur fille, moi je sais que ma soeur l'a dit, il y a une chose que tu ne peux pas me dire, il faut le dire à ta tante. Voilà. Comme ça, pour la communication, pour qu'on puisse il faut un rapprochement d'âge. Exactement. Ça dépend aussi, exactement. Aussi et tout. Oui. Et donc, parfois, les enfants n'osent pas dire ce qu'ils ressentent. Et ils le font vers leur tante, leur ou la grand-mère. Ou la grand-mère. Bouclier. La complicité, vraiment. Oui, total. On le voit. Alors, tout de suite, on va passer à la rubrique de Samira Hadjamar. Aujourd'hui, elle va nous parler Octobre Rose, exactement, avec ton ruban. Elle va nous parler d'Octobre Rose. Comme à chaque fois, elle revient sur des événements qui se sont déroulés, qui vont se dérouler pendant ce mois d'octobre, Octobre Rose. Tout de suite après ceci. Oui, c'est tout de suite. Donc, Octobre Rose, tout le monde s'est mis au rose. Nous, on porte des rubans. Des rubans, oui. On en a partout. On a eu justement cette semaine, même au siège de la télévision et radio, une équipe qui est venue. Donc, il y a eu des interviews c'est-à-dire les médecins ont posé des questions aux travailleurs, et les travailleurs des consultations aussi, exactement, poser des interrogations par rapport au cancer du sein, donc cette maladie. Des interrogatoires médicaux, voilà. Exactement. Il y a même eu des consultations, c'est-à-dire des consultations physiques, voilà. Exactement. Voilà. Donc ça s'est passé pas que chez nous, ça s'est passé pratiquement dans beaucoup d'administrations à travers le pays. Donc les entreprises, que ce soit publiques ou nationales, donc ou privées, ont prévu des journées ou 1 ou 2 journées dans leur entreprise pour pouvoir permettre à leurs travailleuses de pouvoir consulter donc des médecins qui se sont déplacés. Donc il y a eu aussi des petites conférences, des petits débats pour expliquer ce que c'est cette maladie et comment surtout il faut l'appréhender. Comment surtout il faut essayer de se faire dépister. Prévenir aussi. Voilà, le principe de précaution. Il y a eu un événement qui s'appelle Octobre, eux ils l'ont appelé Octobre Werdi. Donc Werdi pour le rose. Il y a eu aussi, c'est pareil, comme partout, des rencontres, des journées de sensibilisation, il y a eu des affichages, il y a eu des conférences. Et eux, ils ont fait une collaboration avec les crimes. Pas les crimes, voilà. Mais les crimes qui sont les centres qui relèvent de la sécurité sociale. Donc c'est un centre d'imagerie médicale. Radiologie, imagerie. Régionale, imagerie médicale qui existe à travers c'est la sécurité sociale, donc qui existe à travers le territoire national et qui dispose d'un matériel perfectionné de technologie, donc tout ce qui est IRM pour la mammographie. Et ils ont permis aussi à beaucoup de femmes, à la Hama et ailleurs aussi, de pouvoir faire des explorations, de rencontrer des médecins, des radiologues et de pouvoir aussi détecter des cas, malheureusement. Donc c'est un dispositif où ils ont reçu, je crois, plus de 2000 femmes. Ça s'est passé à Arbo. Alors à Arbo, il y a eu aussi un événement à Arbo. C'est une association humanitaire aux malades nécessiteux. Eux particulièrement, c'était intéressant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont allés dans les crèches. Ils ont associé les tout petits, la petite enfance. Oui, donc il y a eu, c'est pareil, distribution des flyers. Il y a eu un niveau de discussion relative à la jeunesse. Ils ont expliqué ce que c'était et peut-être sensibiliser les petites et les petits par rapport aux parents. Oui, parce que les parents écoutent leurs enfants.
Et les écoute. premiers qu'on écoute en tant que parents, c'est nos enfants quand ils nous parlent. Donc c'est eux qui nous C'est des sensibilisent. rappels comme un réveil qui vous dit Déjà, donc, c'est une quand les façon de enfants parler aux posent la parents question aux parents et surtout aux mamans, et ça pourrait peut-être pour éviter qu'il y ait une inquiétude ou une angoisse vis-à-vis de l'enfant, la mère serait sensibilisée et irait faire un dépistage. Ça rassurait en tout cas les enfants. À Médéa, il y a eu aussi une journée. Alors, c'est une journée qui est prévue. On a vu l'affiche? Oui, on l'a vu. C'est le 24 octobre prochain. Et donc, c'est pareil. Il va y avoir une conférence, des débats, des expositions, voilà, ce genre de choses. Les médecins sont présents. Les radiologues sont présents et ils peuvent poser toutes les questions. Et ils expliquent surtout, mais c'est pour les démonstrations. On montre aux femmes comment faire l'autopalpation. Oui, et c'est très important parce que parfois on fait juste ça et on ne sait pas forcément comment le faire. Oui. Là, ils nous montrent réellement où toucher, comment toucher pour voir réellement si on peut... Et beaucoup de médecins disent qu'il n'y a pas forcément de douleur, il n'y a pas forcément quelque chose d'apparent. Oui, c'est vrai, dans beaucoup de cas c'est apparent, mais dans tous les cas il faut aller consulter son médecin qui lui va orienter vers un spécialiste pour le reste. À El Oued, donc la ville des mille couples, il y a eu aussi, alors là c'est aussi très intéressant, ce sont les sages-femmes qui ont fait une caravane. Elles n'ont pas été qu'à El Oued, on les avait reçues l'année dernière. Oui, c'est vrai. Exactement. Oui. Donc elles continuent de faire des caravanes. Elles ont touché là-bas aussi plus de 2000 femmes. Il s'agissait de les mobiliser et de faire les tests. On a des images. De les sensibiliser, oui. Conférences, mais il n'y a pas que les conférences. Il y a une collation aussi, ça permet de discuter, ça détend l'atmosphère. Parce que c'est quand même difficile de se présenter. Oui, pour on appréhende. Il n'y a rien à dire. Exactement. Oui. Elle a peur de tout, des voisins, d'être malade, des enfants, tout lui vient à l'esprit. Donc les sages-femmes sont allées partout, mais elles sont allées aussi à Al-Oued. Il y a eu quelque chose à Tamanrasset aussi pour dire que ça se passe sur tout le territoire national. Et là, c'était avec la direction des sports, donc la Wilaya, qui a organisé des rencontres, plusieurs journées, et qui a associé aussi les hommes. Et ils ont insisté sur le fait que les hommes étaient aussi concernés par le cancer du sein et que eux aussi, en cas de doute, ou juste pour s'informer, devaient aussi, ne serait-ce que pour l'accompagnement de leur femme ou de leur fille, parce que ça peut être le cas. Donc ça a été une sensibilisation, mobilisation de chacun. Il y a plusieurs événements. Alors, il y a aussi des réductions de partout. Et elles augmentent à chaque fois. La dernière fois, c'était 10%. Maintenant, on passe de 40 et plus. Il faut se renseigner, c'est sur tous les réseaux sociaux donc, qui existent, tous les moyens. Il suffit de taper Octobre Rose sur Algérie, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Voilà. Très bien. Donc beaucoup d'événements et les choses, malgré la situation qui prévaut, il faut s'en occuper parce que c'est une maladie qui peut être guérie. Beaucoup de dégâts. Exactement. Voilà, c'est ça. Quand c'est pris à temps, on a beaucoup de chance. Octobre Rose en espérant que ça va durer toute l'année. Pas que. Exactement. Voilà. Il faut sensibiliser pendant toute l'année, c'est pas que Sinon, pendant un mois. On l'a vu, il y en a partout. Il y a des petits chapiteaux qui sont installés. Il y en a eu un cette semaine à Bermandraes. Il y en a à peu près dans toutes les communes, à la Grande Poste, sur la Grande Esplanade. Mais franchement, c'est dans toutes les communes d'Algérie. On partage des flyers pour montrer l'autopalpation. Oui, on a un personnel médical qui est sur place et qui reçoit les gens et qui répond aux questions. Merci, et qui oriente. Merci Samira. Merci. La semaine prochaine aussi, Octobre Rose. On reviendra. Bien sûr, on reviendra sur Octobre Rose. Merci Madame Imen Marabot, vous êtes socio-anthropologue et chercheur au CREAD. Merci pour votre participation aujourd'hui à l'émission. Je vous remercie beaucoup. Merci Samira. Merci beaucoup pour votre intervention. On fera sur les tatas et les tontons. Exactement. Est-ce qu'ils sont devenus méchants ou pas? Ils sont aussi gaga que les grands-parents, je peux vous l'assurer. Voilà. Personne ne peut résister au bébé. Oui, exactement. Et tout de suite, nous allons passer à la deuxième partie avec la rubrique Wisha de Wahida Salim. Je ferai ceci.
De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie pour la rubrique de Wahida Salimchif. Wahida Salimchif est là, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Enfin, ça va. Sincèrement, j'aimerais dire oui pour dire oui, mais malheureusement, vu ce qui se passe actuellement... On a du mal aujourd'hui. Franchement, après le génocide qu'il y a eu hier... Enfin, depuis déjà, oui, plus d'une semaine. Le summum de l'émotion pour moi, c'était bombarder des enfants, bombarder un hôpital. Ça, il n'y a aucune loi ni foi qui n'accepte de faire ça. Exactement. Donc, personnellement, je n'ai pas dormi de la nuit, ça me fait très très mal. Ça a été une nuit très difficile, je pense, pour tout le monde hier, et c'est encore difficile pour tout le monde aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup d'émotions. On pense très fort à nos amis, nos frères et nos sœurs, comme je l'ai dit en début d'émission. Palestiniens. Mais on est là, on doit quand même faire notre service, continuer. La vie continue. La vie continue. Et espérons qu'ils vont retrouver très prochainement la paix, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Alors aujourd'hui, on respire un coup, on va faire. Voilà, aujourd'hui, dans la rubrique Wisher, Wahida Salimchif elle va nous raconter une histoire et ça sera juste après ceci. Alors on se rappelle tous de l'Mhadjat avec nos grands-parents, avec Mané, avec Jidda, avec moi personnellement c'était Mané pour ma grand-mère paternelle et c'était Imer Beha pour ma grand-mère maternelle, Allah yarhamahum al-Zouj. Et oui, elle nous racontait beaucoup d'histoires, on passait beaucoup de temps à nous raconter des histoires, elle nous parlait aussi de nos parents. Exactement. Et c'était des moments privilégiés. Et aujourd'hui, exactement, voilà. Elles inventaient des histoires pour nous faire plaisir. Et moi, personnellement, je passais mes week-ends chez ma grand-mère maternelle, et dès qu'on finissait de manger et on se mettait au lit, je disais raconte-moi une histoire. Et même si c'était les mêmes histoires qui se répétaient, mais ça faisait toujours plaisir. Exactement. Même si c'était pas raconté de la même façon à chaque fois aussi. Hein. Exactement. Parfois, elles nous racontaient des anecdotes de leur propre vie, mais juste le fait d'apprendre des petits détails qu'on ignorait en étant petit. Voilà, exactement. C'était connaître l'histoire de nos ancêtres, connaître aussi l'histoire de nos parents, parce qu'on est curieux de savoir nos parents, comment ils ont grandi. Donc voilà, ça nous fait toujours du bien. Ton histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Il faut être attentif, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui une histoire. On t'écoute. Alors, il était une fois, dans un petit village au bord de la forêt, vivait une douce mamie nommée Delila. Elle avait des yeux qui brillaient comme des étoiles et un sourire qui apportait de la chaleur à tous ceux qui la rencontraient. Chaque soir, ses petits-enfants Ayman et Yasmine se blottissaient près du feu, impatients d'entendre des récits enchanteurs de mamie Delila. Elle racontait des histoires de princesses courageuses, de dragons majestueux et de mondes magiques. Au fil des années, Ayman et Yasmine grandissent, mais l'amour des contes de leur mamie reste gravé dans leur cœur. Ces récits n'étaient pas seulement des divertissements, ils étaient des trésors qui renfermaient des leçons précieuses. Les avantages des contes sont nombreux. Ils nourrissent l'imagination de Ayman et Yasmine, les transportent dans des univers extraordinaires. Les contes et les histoires stimulaient leur créativité, les encourageant à rêver, à grandir et à explorer leur propre potentiel. Les contes de Mamie Delila enseignaient aussi des valeurs importantes comme la gentillesse, la sagesse, la compassion et la persévérance. Yasmine apprit qu'il ne faut jamais sous-estimer la force d'une princesse. Ayman a compris que chaque dragon a un cœur qui mérite d'être aimé, et compris surtout. Plus tard, alors qu'ils sont devenus jeunes adultes, Ayman et Yasmine ont réalisé que les contes leur ont apporté beaucoup de choses dans leur vie. Ils étaient devenus des personnes confiantes, empathiques et créatives. Ils savaient que les récits de leur mamie avaient été les fondations de leur croissance et développement personnel. Ainsi, l'héritage de Mamie Delila se perpétue à travers les générations. Les contes qu'elle avait partagés étaient bien plus que des histoires. Ils étaient des étoiles qui avaient guidé Ayman et Yasmine vers un avenir brillant et prometteur. Ils avaient découvert que les contes étaient des trésors qui demeurent précieux pour toute leur vie. Exactement. Voilà. Merci. Avec plaisir. Voilà. Merci Wahida. C'est vrai que les contes sont importants, les histoires, le mhadjat et tout ça. Il y a toujours
Je perds les mots. Une histoire. Je t'imagine, enfin, j'essaie de comprendre tes émotions. C'est quand on s'est projeté, on est revenu en arrière, exactement, aujourd'hui, et on se revoit petit et petite avec en train de raconter des histoires. Il n'y avait pas aussi que les histoires, il y avait aussi des soirées bocalettes, il y avait aussi des soirées autour d'un thé. Il y avait aussi, ce que je me rappelle aussi, c'était que ce soit avec les parents ou les grands-parents, quand il y avait il y avait une coupure d'électricité qui pouvait arriver, on allumait les bougies, on racontait des histoires, on faisait des ombres chinoises, mais avec ces ombres chinoises, on racontait aussi une histoire à travers ces ombres-là. On essayait en fait de re-raconter les histoires qu'on nous a déjà racontées et inventer des histoires aussi. Exactement. Il y a aussi, en fait, je le dis à chaque fois, souvent les grands-parents racontent des histoires et les parents essaient de reproduire ça avec leurs enfants. Il ne faut pas oublier les enfants à besoins spécifiques. Il faut aussi leur raconter des histoires. Eux aussi, ils ont besoin de créer, de s'imaginer, d'imaginer un monde féerique, un monde magique. Ça peut vraiment les aider. Donc, il faut vraiment le faire. Exactement. Et je vais te demander un souvenir, justement, de ta grand-mère. Qu'est-ce qui t'a marqué? Oui. Qu'est-ce qui te marque rapidement? Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'était quelqu'un qui me racontait beaucoup d'histoires. Je me rappelle, une fois, elle m'a acheté une bande dessinée avec des bulles vides. Je devais faire des coloriages et en même temps imaginer des histoires. Écrire, j'essayais d'écrire quand même. En fait, j'essayais de reproduire les histoires qu'elle me racontait sur le livre, le carnet qu'elle m'a acheté, mais même si les images n'avaient rien à voir avec l'histoire. Voilà, ça m'a vraiment marqué. Très bien. Merci Wahida. Merci Mounia. Merci pour l'histoire, une très belle histoire aujourd'hui. Ce qui m'a marqué, moi, c'était les week-ends, c'était les vacances, c'était tous les moments qu'on a passés chez nos grands-parents. C'était le mtla skhon l'huile d'olive, bzit zitoun, mtla skhon, bzit zitoun, un délice. Et même donc aujourd'hui, on me ramène du mtla skhon avec de l'huile d'olive, ça n'a pas le même goût. Et c'était des moments magiques. Et voilà. Tout simplement, partagez votre temps avec vos petits-enfants et puis partagez votre temps avec vos enfants, vos petits-enfants, amenez vos petits-enfants voir leurs grands-parents. C'est très important, le lien doit rester, la famille est importante. Et on finit sur ça? Oui, sur de belles notes. De belles notes, Wahida. Faites des gros bisous pour les grands-parents. Gros bisous, gros câlins pour les grands-parents, câlins, exactement. Et c'est le week-end, il faudra profiter et aller rendre visite. C'est le week-end c'est pour les grands-parents. Exactement. Sur ce, Wahida, on se donne rendez-vous lundi. Inch'Allah, avec plaisir. Lundi, on sera en direct, Inch'Allah, à 10h30. Et je vous souhaite une agréable journée, une bonne journée avec les programmes de la chaîne Canal Algérie. Au revoir.